Bonjour à tous et à toutes, Christine Berton, guide conférencière. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube En Vadrouille Camargue. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté une mini conférence portant sur le thème de la cigale. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer un autre symbole très sympathique de notre région, l'olivier. L'olivier eh bien, existait déjà à l'état sauvage. Il a été domestiqué au 4e millénaire avant notre ère dans le bassin méditerranéen, particulièrement en Syrie, au Liban, ainsi donc qu'en Palestine. Le code babylonien d'Hammurabi, daté de 1750, que vous découvrez à gauche de l'écran et qui est conservé au musée du Louvre, réglemente déjà la production et le commerce de l'huile. C'est à cette époque que sont attestés les premiers pressoirs à bras en Syrie, puis en Égypte. Car eh bien, l'olivier a été aussi important chez les Égyptiens, et on dit que ce sont les Crétois qui l'ont introduit dans ce pays. Isis, femme d'Osiris, en plantait et en extrayait de l'huile. Ramsès III le donnait en offrande au dieu Ra pour garder vivantes les lampes du sanctuaire de cette divinité, tandis que Ramsès II possédait des oliveraies d'où, dit-on, on extrayait l'huile la plus pure. Des feuilles d'olivier pouvaient aussi bien se retrouver sur la couronne de Toutankhamon. C'est un arbre, bien sûr, qui fut particulièrement important chez les Grecs, puisque l'olivier se retrouve dans la mythologie, et rappelle une dispute, un duel, entre le dieu Poséidon et la déesse Athéna, ces deux voulant avoir l'autorité sur l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes. Alors voilà que Zeus, le dieu des dieux, eh bien, ne souhaite pas faire l'arbitre. Et il propose à ces deux divinités, pour se départager, de créer quelque chose d'utile, de créer un don utile à leur région, et ensuite les hommes devraient décider, élire le bien le plus utile. Voilà qu'on raconte que Poséidon va faire surgir sur l'acropole d'Athènes une énorme source d'eau salée, aussi vaste qu'un océan, ou bien il aurait créé un cheval. Tandis qu'Athéna, elle, décide de faire pousser sur le sol rocailleux de l'acropole un arbre, un olivier. Elle avait gratté de sa lance la terre, et voilà que l'arbre s'était mis à pousser avec son tronc noueux et ses feuilles vertes argentées. Lors du vote, les hommes vont choisir la source de Poséidon, tandis que les femmes vont choisir l'olivier. Cet olivier sera brûlé lors du sac d'Athènes par les Perses, mais on raconte qu'il va repousser miraculeusement en une seule nuit, plus beau et encore plus vivace. Cet olivier, comme vous pouvez le voir sur le document, que dit-on, on peut toujours voir encore aujourd'hui. Sophocle a écrit « Personne, jeune ou vieux, ne l'arrachera ni le détruira », ou bien un arbre invaincu qui renaît de lui-même. L'olivier d'Athéna a symbolisé la résistance d'Athènes face à ses ennemis, la victoire, l'espérance et l'abondance. Il reste, a-t-on écrit, éternellement vivant comme la cité. Il symbolise aussi la mise en culture, l'implantation d'un groupe social. Toujours dans la mythologie, la massue du fameux Hercule est en bois d'olivier, et on raconte qu'il a diffusé la culture de cet arbre en frappant avec cette massue sur le sol. Dans l'Odyssée, Ulysse crève l'œil du Cyclope avec une branche d'olivier. Le lit conjugal de Pénélope et d'Ulysse est en bois d'olivier, symbole de fidélité. Les Grecs récompensent les sportifs d'une couronne d'olivier, comme ce fut le cas dans la ville d'Olympie, et avec des jarres d'huile. La ville d'Athènes en offrait aux lauréats des Jeux du Parthénon qui se tenaient tous les 4 ans. Le meilleur coureur recevait environ 70 amphores de 35 à 40 kilos, ce qui évidemment était une quantité considérable. Thalès de Milet, l'un des 7 sages de la Grèce antique, lut dans les étoiles une excellente récolte en 596 avant notre ère. Il mit immédiatement en place de nombreux presses à huile sur l'île de Chios et à Mélos. Démocrite avait lui aussi étudié la relation entre de bonnes récoltes et la position des étoiles. Et puis notre célèbre médecin Hippocrate mentionne 60 usages pharmaceutiques différents, l'huile étant utilisée pour les affections cutanées, les plaies, les brûlures, les affections gynécologiques ainsi que les affections de l'oreille. Et puis bien sûr notre célèbre fabuliste antique, notre célèbre Ésope, qui a tellement inspiré La Fontaine, s'est inspiré de cet arbre et a écrit Le roseau et l'olivier. Le roseau et l'olivier disputaient de leur endurance, de leur force, de leur fermeté. L'olivier reprochait au roseau son impuissance et sa facilité à céder à tous les vents. Le roseau garda le silence et ne répondit mot. Or, le vent ne tarda pas à souffler avec violence.
Le roseau, secoué et courbé par les vents, s'en tira facilement. Mais l'olivier, résistant au vent, fut cassé par leur violence. Cette fable montre que ceux qui cèdent aux circonstances et à la force ont l'avantage sur ceux qui rivalisent avec les plus puissants. Les négociants phéniciens avaient déjà diffusé l'huile dans le bassin méditerranéen. À l'époque romaine, il se retrouve chez des auteurs comme Théophraste, il est évoqué par Pline, par l'agronome Columelle, qui le considérait comme le premier arbre, et donc ce sont des auteurs qui ont écrit des traités techniques et ont évoqué aussi l'importance du développement du réseau d'irrigation. Pline évoque la bouture par éclat de souche. On fait pousser le rejeton qui mérite le plus d'être adopté, et de cette manière l'ancien arbre revit dans le nouveau. L'huile était transportée par amphore, produite dans différentes régions. On évoque souvent l'importance de la Bétique, qui est l'actuelle Andalousie, de l'Afrique romaine, avec par exemple le site de Volubilis, où les traces de 50 huileries ont été découvertes. L'huile d'olive était nécessaire pour les soins corporels. On s'en enduisait le corps avant de se racler la peau avec un strigile, espèce de racloir. Elle était bien sûr aussi utilisée en cuisine, comme par exemple pour la recette de Columelle des samsa. Voici les ingrédients: des olives noires dénoyautées, de l'huile d'olive vierge accompagnée de cumin et de fenouil. Dans un mortier, pilez les graines de fenouil, continuez en ajoutant les olives, le cumin, versez l'huile progressivement. Et cette recette n'est d'ailleurs pas sans rappeler notre célèbre tapenade. Alors des œuvres, bien sûr, représentent les travaux de l'olivier. À gauche, vous découvrez une des mosaïques du calendrier agricole du musée de Saint-Romain-en-Galles, tandis que l'on voit sur l'autre mosaïque conservée au musée du Bardo, un personnage qui ramasse ses fruits. Et puis c'est aussi un très beau sarcophage conservé dans les collections permanentes du musée Arles antique, qui montre une partie du travail avec ses amours, ces personnages dont l'un est monté donc en haut d'un arbre avec une échelle. On voit aussi le type de panier qui était donc utilisé, tout comme on ne le voit pas sur le document, mais on peut voir aussi les meules qui étaient donc employées. Voici l'exemple à gauche du trapetum qui était composé de deux parties avec une meule gisante et une meule courante. Et puis voici le pressoir à vis déjà signalé par Pline au 1er siècle avant notre ère, que nous découvrons sur ce relief du musée d'Aquilée dans le nord de l'Italie. L'olivier et l'huile sont bien sûr mentionnés dans d'autres religions. Dans le judaïsme, les rites sont accompagnés d'huile. Moïse aurait sanctifié l'arche d'alliance. L'olivier, bien sûr, va devenir un symbole important dans la Bible, puisque suite au déluge, une colombe apporte à Noé un rameau d'olivier qui annonce la retraite des eaux et le pardon. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici qu'en sa bouche, il y avait une feuille d'olivier toute fraîche. Alors Noé sut que les eaux avaient diminué de dessus la terre. Et puis il y a Jésus, la veille de sa mort, qui s'assoit sous un olivier, qui pleure sur Jérusalem et qui annonce le jugement dernier. Alors bien sûr, il faut mentionner le célèbre mont des Oliviers. Et d'ailleurs, pour certains, la croix de la crucifixion était en bois d'olivier. Dans la religion islamique, il est l'arbre central, symbole de lumière, il est l'arbre béni. Et puis dans la religion chrétienne, il est lié à la Sainte Ampoule, une fiole contenant une huile sacrée qui, selon la légende, aurait servi lors du baptême de Clovis. Une colombe aurait apporté cette fiole à Rémy de Reims, futur Saint Rémy, pour oindre le front de Clovis. Et puis vous découvrez cette photographie d'une olive blanche originaire de Toscane que l'on appelle Cristallia, qui était utilisée par les papes pour les huiles de sacrement. Cette olive blanche ivoire donne une huile particulière, une huile extrêmement claire. Au XVIe siècle, l'huile d'olive est utilisée dans le traitement des laines et dans la savonnerie. L'origine du fameux savon de Marseille provient du savon d'Alep, à base d'huile d'olive et de laurier, qui s'est répandu à travers le bassin méditerranéen à la suite des croisades pour atteindre Marseille. La ville possède des manufactures de savon à partir du XIIe siècle qui vont bien sûr utiliser l'huile d'olive régionale et la soude, qui provenait principalement des cendres des plantes des milieux salins, en particulier la salicorne que l'on rencontre toujours en Camargue aujourd'hui.
Lorsque nous évoquons l'olivier en Provence, nous pensons à un magnifique massif, le massif des Alpilles ou bien les Petites Alpes, et ces fameux villages, villages de Fontvieille, de Maussanne-les-Alpilles, des Baux-de-Provence, mais aussi de Mouriès, première commune oléicole avec 90 000 oliviers. Au mois de septembre, est organisée la fête des olives vertes. Les premières olives sont cueillies et transformées en olives cassées, sans être écrasées. Pour enlever l'amertume, elles sont couvertes d'eau froide, changées régulièrement pendant plusieurs jours. Et une fois l'amertume disparue, les olives sont plongées dans une saumure, principalement avec du fenouil. Et puis on évoque aussi bien sûr la ville de Nyons, le point le plus septentrional des Alpes du Sud pour la production commerciale d'olives. On y produit principalement la tanche, une variété qui peut supporter des gels de moins de 10 degrés. Et pourtant, malheureusement, comme beaucoup d'autres, les oliveraies n'ont pas résisté au terrible hiver 1956. Un froid glacial était arrivé brutalement et ce sont 5 millions d'oliviers qui ont été touchés par ce terrible gel. On entendait, je cite, les oliviers qui pleuraient et gémissaient. Alors ce terrible froid est évoqué entre autres par l'un des écrivains les plus célèbres de Provence, c'est-à-dire Giono. Je cite: Après le rude hiver 1956, on vit apparaître le squelette des oliviers. Jusque-là, ils avaient été grecs de la belle époque. Brusquement, ils s'étaient dépaysés. Ils avaient voyagé dans le temps et dans l'espace, jusqu'à la brutalité et la sauvagerie des totems. Ils couvraient désormais les collines de diagrammes rituels. Ce que les poètes avaient fait du chevalier, de la dame, du moine, du roi, du pape, de l'empereur du Moyen-Âge dans les danses macabres, le gel l'avait fait avec les arbres, et surtout avec les arbres éternels. Dépouillées de tout un apparat d'espérance, les collines dressaient le théâtre d'un après-mort où l'on entrait tremblant de peur et de curiosité. Et pourtant, l'olivier, dit-on, est un arbre éternel qui peut vivre jusqu'à 5000 ans. Voici le plus vieil olivier qui est toujours conservé aujourd'hui sur l'île de Crète. Nos oliviers ont bien sûr inspiré peintres et écrivains. Notre célèbre Vincent van Gogh, alors hospitalisé à l'hospice Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy-de-Provence, écrit à son frère Théo: Ah, mon cher Théo, si tu voyais les oliviers à cette époque-ci, le feuillage vieil argent et argent verdissant contre le bleu, c'est quelque chose de tout autre que ce que l'on pense dans le Nord, c'est d'une finesse, d'un distingué. Il évoque aussi le murmure de l'olivier, qui, a-t-il écrit, a quelque chose de très intime. Donc il a représenté ces oliviers en peinture, mais aussi bien sûr en dessin. Et puis d'autres artistes, comme à gauche Cézanne, natif d'Aix-en-Provence, qui a été fasciné par cet arbre, par ses couleurs, par ses formes, comme il le fut bien sûr par le massif de la Sainte-Victoire. L'autre document montre une peinture de Renoir qui a écrit: Regarde cette lumière dans les oliviers, ça brille comme un diamant. Autre peintre, il s'agit donc de Matisse qui a représenté les oliviers à Collioure, ainsi que Pablo Picasso. Et puis bien sûr les écrivains, je vous ai déjà évoqué Giono, et Giono, dans un ouvrage qui s'appelle Provence, évoque la cueillette. À la Sainte-Catherine, c'est-à-dire le 25 novembre, on dit que l'huile est dans l'olive, on va faire la cueillette. Il évoque aussi bien sûr les paysages. Du côté de Nice et de Grasse, on étend des draps blancs sous les arbres et on gaule les fruits. D'abord parce que les oliviers sont géants et surtout parce que la douceur qui vient de la mer amollit les fruits et les âmes. Et de parler des oliviers de la région de Lure et de la Drôme. Les vergers d'oliviers assis sur de petites terrasses soutenues par des murs de pierres sèches. Ce sont des petits oliviers gris, guère plus hauts qu'un homme, 2,50 m au plus, plantés depuis 1000 ans à 4 ou 5 mètres l'un de l'autre, et d'évoquer aussi l'odeur de l'huile fruitée, l'ambroisie des dieux. Ne dit-on pas qu'il faut un aïeul pour le planter, un père pour le tailler, et toute une descendance pour le récolter? Et puis bien sûr l'olivier sera évoqué par les Félibres, et notamment par le plus célèbre de tous les poètes provençaux, Frédéric Mistral. Plus on lui fait, plus on en tire. Jean Cocteau a écrit une louange de l'olivier. Nous le retrouvons aussi chez Jean Pagnol. Son tronc noueux, rugueux, marqué d'innombrables blessures. Il reste calme, un peu rêveur, heureux de vivre malgré toutes les misères endurées. On le retrouve aussi mentionné chez Duhamel. En Provence, on dit qu'à 100 ans, c'est encore un enfant,
Et puis bien sûr des proverbes. Quand il tonne en hiver, l'huile d'olive tient dans une cuillère. Alors cet olivier, bien sûr, va se retrouver dans des objets de la vie quotidienne, avec bien sûr de la vaisselle, mais ça peut être aussi des lunettes en bois d'olivier. Et bien sûr, la cueillette des olives est forcément représentée par des santons dans la fameuse crèche provençale, tout comme l'olivier peut être représenté par des doigts de fée, par des travaux de broderie. Et puis bien sûr, l'olivier se retrouve dans les bijoux, que ce soit dans des boucles d'oreilles ou bien des colliers, comme cet exemple qui est réalisé avec beaucoup de patience par une bijouterie arlésienne. André Gide a écrit: Je sens un immense besoin d'aérer un peu mes pensées et d'aller retrouver mon cher Olivier. Et puis, pour terminer cette mini conférence, l'olivier, symbole de paix, est représenté sur ce célèbre drapeau de l'ONU. Et je voudrais terminer de nouveau en citant un extrait de texte de Giono. L'olivette représente ce que représente une bibliothèque où l'on va pour oublier la vie ou mieux la connaître. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine présentation.